un héritage volé, une enveloppe scellée, et le silence du palais de Buckingham, cachant bien plus que de l'or. Vous êtes sur le point d'entrer dans un monde d'ombre de velours et de tromperie royale, où le silence parle plus fort que la vérité et où chaque pas fait écho à un secret. D'où dans le monde écoutez-vous aujourd'hui? Quelle heure est-il là où tu es? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Commençons l'histoire. C'était un matin comme les autres lorsqu'Hercule Poirot trouva sur son plateau de petit déjeuner une enveloppe d'une telle simplicité qu'elle ne pouvait manquer d'éveiller les soupçons. Aucun insigne en relief, aucune marque de l'expéditeur, pas même l'écriture manuscrite n'en trahissait l'origine. Seul son propre nom, écrit avec l'exactitude d'un commis et la retenue de quelqu'un qui connaissait son message, n'exigeait aucune décoration. Poirot le souleva délicatement entre deux doigts, fronçant les sourcils. Hastings, à moitié en train de beurrer son toast, regarda par-dessus. « Quelque chose ne va pas, Poirot. » Poirot ouvrit l'enveloppe avec son ouvre-porte, en argent, et en sortit une note pliée sur du papier épais, filigrané, mais non signé. Il le lut une fois, puis encore une fois, plus lentement, les coins de sa bouche se crispant d'intérêt. « C'est une convocation, » dit-il enfin, du caractère le plus confidentiel. Discrète, délicate et extrêmement royale. Nous devons nous présenter immédiatement. Hastings cligna des yeux. « Royal, tu as dit ?» Ils n'ont pas été accueillis aux portes du palais, mais dans une annexe discrète, nichée dans une rue calme, derrière Green Park. La voiture qui les avait récupérés avançait silencieusement. Ses vitres s'assombrissaient. Le conducteur ne parlait pas. Dans le bâtiment de pierre pâle, un gentleman les attendait dans un salon à l'ordre immaculé et à la retenue impériale. Monsieur Anthony Merrival, se présenta-t-il en s'inclinant légèrement. Secrétaire privé de la Maison Royale, merci d'être venu dans un délai aussi court, Monsieur Poirot. Poirot incline la tête avec la même grâce. Mais bien sûr, monsieur, on ne décline pas une invitation ainsi murmurée. Sir Anthony s'autorisa l'ombre d'un sourire. Alors parlons franchement. Hier soir, un objet d'une immense valeur historique et sentimentale a disparu de la collection privée de la reine. Il n'y a eu aucune effraction, aucune serrure cassée, aucune alarme déclenchée. Hastings émit un son grave dans sa gorge. Poirot resta immobile, mais son regard se fit plus aigu. La pièce en question? Un diamant, dit doucement Sir Anthony. Un cadeau de la reine Victoria à sa petite-fille, transmis par la lignée royale. Il était conservé sous verre, derrière une serrure et une clé, et visible uniquement par le cercle restreint de la reine. Les yeux de Poirot brillèrent. Un mystère d'élégance, en effet. Sir Anthony leur a expliqué la séquence précise des événements. Le diamant, une pierre d'un bleu profond, d'origine rare, reposait intacte dans une chambre tapissée de velours au sein de la Queen's Gallery. La vitrine n'avait montré aucun signe d'altération, la serrure toujours intacte. Pourtant, au matin, la gemme avait disparu sans laisser de traces. Il n'y a eu aucun visiteur, a déclaré Sir Anthony. Seulement le personnel, et pas tout le personnel, seulement quelques-uns très sélectionnés, qui détiennent l'autorisation d'entrer dans la galerie. Poirot ne parla pas immédiatement. Au lieu de cela, il jeta un coup d'œil vers la fenêtre, comme s'il examinait la lumière à la recherche d'indices. « Et vous êtes certain, dit-il enfin, que le diamant n'aurait pas pu être retiré sans attirer l'attention. »« Certainement, » affirma Sir Anthony. « Le palais n'est pas dépourvu de mesures. Nous ne les publions pas, bien sûr, mais elles sont efficaces. » Poirot se retourna lentement. Pourtant, la pierre a disparu. Donc, soit les mesures ont échoué,
soit elles n'ont jamais été appliquées. Le visage de Sir Anthony restait illisible. C'est précisément pour cela, Monsieur Poirot, la raison pour laquelle vous êtes ici. Nous ne pouvons pas impliquer Scotland Yard. Nous ne pouvons pas nous permettre le scandale. Cela doit être résolu en interne et discrètement. Poirot incline de nouveau la tête. Alors vous aurez de la discrétion, monsieur, et vous aurez la vérité. Il y a une pause, un silence, qui non seulement s'installa mais descendit, enveloppant la pièce de son poids. Vous comprenez, reprit Sir Anthony, que si la nouvelle de cette fuite, même à voix basse, les conséquences ne seraient non pas mineures. Poirot hocha gravement la tête. On ne perd pas simplement un diamant royal. S'il était rendu public, cela susciterait le ridicule. Sans aucun doute des théories sur la décadence républicaine, l'incompétence au sein du palais, ou pire. Sir Anthony regarda vers la porte, puis revint. Précisément, nous ne pouvons pas le permettre. Et ceux de la maison demandaient de garder le silence, même entre eux. Hastings remua avec inquiétude. C'est un défi de taille, n'est-ce pas? Les secrets, d'après mon expérience, ne restent pas enfouis longtemps. Le regard de Sir Anthony se tourna vers lui, puis revint vers Poirot. Alors j'espère, messieurs, que vous savez les enterrer un peu plus profondément. Pour le bien de la couronne, Poirot s'inclina légèrement. Vous pouvez compter sur notre plus grande discrétion. Une fois à l'extérieur de la salle, Hastings n'a pas tardé à parler. Une pièce verrouillée, pas d'effraction, pas d'alarme et un diamant disparu à l'intérieur du palais de Buckingham, rien de moins. C'est soit un travail interne, soit... Il hésita. Ou un fantôme, proposa Poirot avec un léger haussement de sourcils. À peine, marmonna Hastings, mais tu dois admettre que c'est... C'est précisément pourquoi nous devons continuer, mon ami, l'interrompit doucement Poirot. Vous voyez le danger, je vois la symétrie, un puzzle royal, aux formes exquises. Pourtant, nous n'avons aucune autorité, aucun badge, aucun soutien, seulement une demande silencieuse et une disparition secrète. Et c'est, Hastings, ce qui en fait de l'art. Poirot tapota légèrement ses doigts, les yeux lointains. Résoudre une telle question n'est pas une simple enquête, c'est une restauration, de l'honneur, de l'ordre. Hastings eut un petit rire réticent. La prochaine fois, nous serons les concierges de la couronne. Poirot sourit. Non, mon cher, mais peut-être ces chirurgiens. Dans le taxi qui les ramena brièvement à leur logement, Poirot était assis avec un calme inhabituel. Hastings l'observait depuis le siège opposé, remarquant que les yeux du détective restaient fixés sur rien de particulier. « Vous êtes très silencieux », remarqua Hastings. Poirot ne répondit pas immédiatement. Quand il l'a fait, c'était avec une douce précision. La royauté est une institution particulière, Hastings. C'est l'art de l'apparence. Derrière chaque rideau, le pouvoir. Derrière chaque sourire, le contrôle. Et derrière les deux, peut-être, des secrets. Il croise les mains. Ce vol, il ne s'agit pas simplement de savoir qui a pris quoi. Il s'agit de savoir pourquoi cela a été pris et pourquoi maintenant. Vous pensez que c'est symbolique? Poirot pencha la tête. Je pense que c'est orchestré. Il baissa les yeux sur sa valise et tendit la main pour la refaire. Pas besoin d'excès. Les petites cellules grises, elles doivent voyager légères dans des couloirs bordés d'un silence pesant. Hastings soupira, regrettant déjà le début matinal de sa journée. « Eh bien, j'imagine que la couronne ne manque pas de suspects. » Poirot sourit faiblement. « Non, mais peut-être qu'il y en a trop qui semblent parfaits. » Il ferma le dossier. « Et la perfection, comme vous le savez,
Hastings, est toujours là où les fissures sont le mieux cachées. Au crépuscule, ils étaient de nouveau en route, cette fois dans un véhicule banalisé et rapide, qui ne se dirigeait pas vers les portes d'entrée du palais de Buckingham, mais vers une entrée moins connue cachée dans le mur extérieur. Les gardes n'ont pas salué. Ils ont simplement hoché la tête et laissé passer la voiture. Poirot ajusta ses poignets avec précaution. Nous ne devons pas marcher parmi les rois, mon ami, mais parmi ceux qui les servent. Et c'est là, je suppose, que la vérité nous attend. Les portes s'ouvraient sur des couloirs ombragés bordés de tapisseries et de silence. Un valet de chambre les accueillit sans fioriture, les guidant à travers un chemin inconnu de tous, sauf des plus fiables. Hastings murmura « On a l'impression que nous sommes entrés clandestinement. » Poirot se contenta d'acquiescer. « C'est parce que, d'une certaine manière, nous le sommes. Le palais cache beaucoup de choses, Hastings, dont la moindre n'est pas lui-même. » Ils entrèrent dans le labyrinthe. Le moteur ralentit devant une arche isolée, à moitié voilée par le lierre, où un seul homme en livrée les attendait, sans fanfare ni fanfare. Aucun mot n'a été échangé entre le chauffeur et le portier. Une telle discrétion était évidemment la monnaie du lieu. Poirot sortit avec une précision mesurée, ses mains gantées croisées devant lui, tandis que Hastings jetait un rapide coup d'œil à la façade austère. Leur escorte, mince et aux lèvres pincées, inclina la tête en signe de reconnaissance silencieuse et les conduisit dans un passage flanqué de pierres pâles et de calme frais. Hastings essaya de masquer sa curiosité, mais ne put s'empêcher de remarquer. Ils ont parfaitement perfectionné l'art de la sous-estimation, n'est-ce pas? Poirot ne répondit rien. Son regard s'attardait sur les ombres, à chaque détour, son esprit déjà au travail. Ils entrèrent par une grande porte dans un couloir au sol ciré et au bruit des pas silencieux. Et alors qu'elle se refermait derrière eux, Poirot sut que quoi qu'on ait pris, quelque chose de plus grand avait été perturbé. La salle dans laquelle ils furent conduits portait la splendeur des générations. Plafonds chandeliers, portraits encadrés de feuilles d'or et tapis suffisamment épais pour assourdir chaque pas. Pourtant, sous ces somptueuses décorations, se cachait une tension indubitable, comme si les tapisseries elles-mêmes retenaient leur souffle. Le personnel se déplaçait avec une économie raffinée, les yeux tournés vers l'avant, les expressions soigneusement arrangées. Pas un ne murmura, pas un ne se retourna. Le regard de Poirot parcourut le couloir, non pas avec admiration, mais avec analyse. « Il y a un malaise ici, Hastings, » murmura-t-il, « et pas seulement à cause de notre présence. Je suppose qu'il faut s'attendre à des nerfs, étant donné le vol, » a déclaré Hastings. Poirot secoua légèrement la tête. « Non, ce n'est pas la peur des conséquences, c'est le silence de la dissimulation. Quelque chose de plus persiste dans ces salles qu'un diamant volé. » On les conduisit plus loin, où l'air devenait plus chaud, les peintures plus récentes, et le silence plus prononcé. Quoi qu'il en soit, tout cela était imprégné de secret. Ils furent introduits dans une salle moins ornée que la galerie, mais non moins imprégnée de statues. Les attendaient 3 individus, chacun présenté de manière à la fois précise et distante. Lady Winfield, la gouvernante en chef, se tenait le dos droit, ses cheveux gris soigneusement épinglés, son expression illisible. Le capitaine Hawthorne, de la garde royale, fit un signe de tête qui confinait à l'impatience. Et enfin, Lord Évariste, le dignitaire en visite, dont les manières élégantes dissimulaient une expression de léger amusement. Sir Anthony offrit une brève explication, puis se retira, laissant les présentations se dérouler d'elles-mêmes. Poirot incline la tête avec une courtoisie délibérée. « C'est un plaisir, messieurs, madame. » Hastings
fit un rapide signe de tête à chacun, captant le calme étudié qui masquait chaque posture. Les mains de la gouvernante étaient trop serrées. La mâchoire du capitaine était serrée par la détermination militaire. Et Seigneur Évariste, il souriait trop facilement, trop facilement. Poirot nota chacun d'eux en silence, alors que la plus brève des conversations commençait. Un geste de courtoisie plutôt que de substance. Les yeux de Poirot restèrent en mouvement. Un domestique entra discrètement avec du thé, et dans le silence momentané qui suivit, un léger cliquetis résonna alors que quelque chose tombait. Lady Winfield se pencha vivement pour récupérer un gant. Trop vite. Ses mains tremblaient alors qu'elle se redressait. Au même instant, le regard du capitaine Hawthorne se tourna, vif et sans surveillance, non pas vers le gant, mais vers le dignitaire. Lord Évariste, de son côté, gardait son doux sourire, mais quelque chose se resserrait autour de ses yeux. Poirot ne dit rien, se contentant de siroter son thé, avec un détachement affecté. Un instant plus tard, Lady Winfield s'excusa avec une formalité excessive. « Elle semble perturbée », murmura Hastings. Poirot ne lui lança pas un regard. « Observez, mon ami. C'est dans les moindres gestes, l'hésitation, le regard, la chute du gant, que la vérité glisse entre les doigts. Ces gens en savent plus qu'ils ne sont prêts à l'admettre. » Après le départ des autres, Poirot demanda un bref moment avec le capitaine Hawthorne seul. L'officier acquiesça d'un bref signe de tête. La conversation, bien qu'apparemment cordiale, a rapidement révélé un courant de dédain sous-jacent. « J'espère que cela sera traité discrètement », a déclaré Hawthorne. « Le palais ne peut pas supporter le scandale, pas maintenant. » Le regard de Poirot était calme. « La vérité, monsieur, ne consulte pas le calendrier. » Une lueur de quelque chose, du ressentiment, peut-être, passa sur les traits du capitaine. Interrogé sur l'accès à la Queen's Gallery, Hawthorne a répondu sèchement. « Uniquement du personnel de confiance. Tous les mouvements sont enregistrés. »« Mais pas infaillibles, » répondit Poirot. « Même la confiance, lorsqu'elle est aveugle, peut être un handicap. » Alors qu'ils se séparaient, Poirot remarqua la raideur dans le maintien de l'homme et le moindre tic serré dans sa main gantée. « Quelque chose s'infecte sous la surface, ici, » dit-il doucement à Hastings, une fois qu'ils furent de nouveau seuls. Ces hommes en uniforme, ils cirent leurs bottes, mais pas toujours leur conscience. Leur rencontre suivante eut lieu avec Lord Évariste lui-même, qui les accueillit, avec une chaleur qui semblait à la fois authentique et théâtrale. « Ah, le grand monsieur Poirot », dit-il en offrant une révérence raffinée. « Et le capitaine Hastings, sans aucun doute, un plaisir. » Hastings, charmé par l'accent cultivé et l'esprit raffiné de l'homme, se retrouva à sourire. Poirot, cependant, le considérait avec un intérêt sourd. « Vous appréciez votre visite en Angleterre, milord ?»« Immensément. Même si le temps, comme toujours, est fidèle à la tradition. Clément. » Il rit doucement, puis ajouta « Dommage que notre visite soit gâchée par cet malheureux événement. » Poirot étudia les boutons de manchette de l'homme, puis ses mains. « Malheureux, oui, mais pas sans but. » Alors que la conversation tournait vers des sujets sans importance, Poirot classait chaque phrase, chaque geste désinvolte. Plus tard, alors qu'il partait, Hastings remarqua « Charmant garçon, vous ne trouvez pas ?» Le charme, dit catégoriquement Poirot, n'est pas une vertu, Hastings, c'est un outil. Et il faut toujours se demander qu'est-ce qu'il cherche à cacher. Alors qu'ils traversaient à nouveau les couloirs intérieurs du palais, ils passèrent dans la galerie des tapisseries, un long couloir bordé de siècles de portraits et d'un silence si profond
qu'il semblait vivant. Poirot s'arrêta brièvement devant le portrait d'un monarque décédé depuis longtemps et murmura. Ces murs, ils ont entendu plus de confessions qu'un prêtre. Hastings lui jeta un coup d'œil. Vous pensez que quelqu'un ici est sur le point de craquer? Poirot hocha la tête, la voix basse. Je ne cache pas, mon ami, des fissures, des fractures capillaires dans la façade. Bientôt elles se briseront. Le silence s'installa autour d'eux, alors qu'ils continuaient d'avancer, les ombres s'allongeant comme des secrets pas encore révélés. La nuit du vol n'avait pas été une nuit de repos paisible. Dehors, le ciel était en rage avec une tempête furieuse. La pluie fouettait les fenêtres avec une fureur saccadée, le tonnerre grondait sur l'horizon de Londres. Même le palais de Buckingham, avec sa grandeur stoïque, ne pouvait pas supprimer complètement l'atmosphère de malaise que suscitait un tel temps. Poirot écouta attentivement Lady Winfield décrire les conditions, sa voix prudente et répétée. « L'orage n'a perturbé aucun service, monsieur. La maison a l'habitude de procéder en silence. » « En effet, » murmura Poirot, « mais même le silence devient plus fort lorsqu'il veut se cacher. » Il nota non pas le temps lui-même, mais l'opportunité qu'il avait offerte. Des pas noyés par la pluie, des voix étouffées par le vent, et les esprits distraits par le pouls irrégulier de la foudre. De telles conditions, pensa Poirot, ne constituaient pas un inconvénient pour un voleur. Ils étaient de parfaits complices. Il croisa doucement les mains. « Dites-moi, » demanda-t-il doucement, « qui a trouvé la vitrine vide ?» Il s'est avéré que la réponse résidait dans le timing. La Queen's Gallery avait été vue pour la dernière fois sécurisée peu après le début d'un dîner d'État officiel, un événement d'une délicatesse diplomatique auquel assistaient des dignitaires et des ministres en visite. Le repas avait été grandiose, la conversation délibérément légère, mais les courants sous-jacents, soupçonnait Poirot, étaient loin de l'être. Toutes les personnes importantes étaient présentes dans la salle à manger, a insisté le capitaine Hawthorne. C'était un plan de salle fixe, chronométré à la minute près. Poirot hocha poliment la tête. Et pourtant, même dans la chorégraphie, il y a toujours une possibilité d'improvisation. Il examina l'événement avec la précision d'un chirurgien, qui avait servi, qui s'était excusé, qui s'était attardé près de la sortie. Des invités ont-ils demandé de la confidentialité? Quelques-uns ont pris leur retraite plus tôt, a admis Hawthorne. Ah, dit doucement Poirot, vous avez pris votre retraite, ou vous êtes en retraite. La frontière entre l'ordre et l'opportunité était souvent la plus ténue lors des célébrations, et Poirot savait que le dîner avait peut-être masqué le moment où le voleur avait frappé. La galerie de la Reine, accessible uniquement par un étroit couloir surveillé par 2 gardes, avait été qualifiée de sacro-sainte. Pourtant, Poirot, en examinant le journal de bord, remarqua une irrégularité troublante. Les noms des gardes de garde avaient été modifiés quelques heures seulement avant le vol. Un échange, semble-t-il, effectué au dernier moment et sans trace officielle. « Congé personnel », dit laconiquement Sir Anthony. L'enfant d'un homme était tombé malade. Poirot haussa un sourcil. Et le remplaçant? Un garde supérieur, un des nôtres, aucun souci. Peut-être pas sur le papier, murmura Poirot, mais la réalité n'est pas toujours aussi clairement présentée. Il a parcouru lui-même le parcours, notant le nombre précis de pas, l'emplacement des vases et le bruit que faisait le sol sous le tapis. Les serrures ne présentaient aucun signe de dommage, mais Poirot le savait. Les serrures ne pouvaient pas être ouvertes uniquement avec des clés. Il y avait de la confiance, après tout. La confiance était le passe-partout le plus dangereux de tous. La fenêtre de vol, une fois tous les comptes réconciliés, s'est réduite à précisément 1 heure.
de 9h30 à 10h30, pendant que le deuxième plat était servi et que la reine s'était brièvement retirée pour se reposer. Poirot était assis avec une liste de noms, ceux qui se trouvaient dans le couloir de la galerie, ceux qui avaient été affectés ailleurs, ceux qui étaient arrivés en retard ou ceux qui étaient partis tôt. Lady Winfield était allée chercher du linge dans le stock de la galerie à 9h45. Le valet de pied Jessop prétendait être resté dans les cuisines inférieures, et pourtant, un témoin a placé Jessop près de la cage d'escalier ouest, introuvable et incohérent. « C'est l'heure », murmura Poirot à Hastings, au cours de laquelle chaque ombre bougeait et chaque lumière trompait. Ce n'était pas un crime d'impulsion, c'était mis en scène avec une précision théâtrale. Il marqua un nom, puis un autre. Déjà, les mensonges commençaient à diverger, pas bruyamment, mais avec le tintement silencieux d'alibis qui se chevauchaient, trop désireux de s'aligner. Un par un, Poirot a décollé l'extérieur poli de chaque témoignage. Le majordome a insisté sur le fait qu'il supervisait le service du vin. Pourtant, une femme de chambre a remarqué qu'il s'était éloigné pendant près de 15 minutes. Une femme de ménage, Rosalind, fut mentionnée à plusieurs reprises en passant. Pourtant, lorsqu'on lui a demandé de la localiser, le personnel n'a pas pu. « Je suis rentré tôt à la maison », a déclaré l'un d'eux. « Toujours en service ?» a déclaré un autre. « Elle n'allait pas bien », proposa un troisième, trop rapidement. Poirot fronça les sourcils. Une femme si invisible dans la vie ne devrait pas être aussi visible dans le récit. Et puis, il y avait les petits détails, le retard de la charrette à thé, la musique qui devait être jouée et qui ne l'était pas, le bref scintillement des appliques murales de la galerie. Ce n'était pas que les mensonges étaient évidents, mais qu'ils comportaient trop de symétrie, comme répétés. La vérité, dit doucement Poirot à Hastings, ne manque pas d'être découverte, elle est activement déguisée. Alors qu'ils s'arrêtaient pour reprendre leur souffle sous les hautes arches d'une galerie de marbre, Hastings se frotta le menton. « Je ne vois toujours pas pourquoi quelqu'un oserait. Le palais est sacré, n'est-ce pas? Quel voleur oserait attirer sur lui la colère de l'histoire, pour une pierre ?» Les yeux de Poirot brillèrent. « La cupidité, mon ami, porte plusieurs masques. Parfois, c'est de l'argent. Parfois, c'est de la vengeance. Et parfois... » Il fit un léger geste. C'est simplement le désir de s'échapper. Hastings parut perplexe. Échapper à quoi? L'expression de Poirot ne changea pas. Nous le saurons bien assez tôt. Le motif n'est pas absent, mon ami, simplement le port de gants. Dans la Queen's Gallery, Poirot s'attarda longtemps après le départ des autres. Hastings s'agitait près de la porte, impatient du silence. Poirot resta parfaitement immobile, puis inspira, brusquement, délicatement. « Il y a quelque chose, » dit-il enfin. « Un parfum. Je ne sens rien. Précisément. » Poirot se déplaça lentement sur le sol, s'arrêtant près de la vitrine où reposait le diamant. « Ici, lavande. » Hastings s'approche. « Lavande? Cela pourrait-il provenir du personnel de nettoyage? » « C'est possible, » a déclaré Poirot, « mais ne s'attarderait pas ici, dans cette force, à moins qu'elle ne soit fraîchement libérée. Et la lavande, la vraie lavande, et non artificielle, n'est plus utilisée par le ménage du palais. Elle persiste trop longtemps. » Le regard de Poirot parcourut la galerie, se fixant sur une légère dépression, dans la doublure en velours d'un coussin de banc. Le voleur, Hastings, n'est pas sans raffinement, ni sans confiance. Il ou elle a laissé plus que des empreintes digitales. Ils ont laissé une carte de visite en parfum. Et sur ce, Poirot s'agenouilla brièvement et ramassa un fil pas plus long qu'un souffle. Poirot se leva du banc et se dirigea silencieusement vers la fenêtre. Le lourd rideau à côté
bien que non dérangée par la brise, présentait une légère courbe à son bord. Il l'a retirée. Rien. Mais dans le coin du rebord de la fenêtre, une tache. Pas de saleté. Huile. Une main s'est posée ici, murmura-t-il, mais pas pour s'échapper, non, pour suggérer une évasion. Il laissa tomber le rideau. La mise en scène continue, Hastings. Quelqu'un souhaite nous faire croire que le vol est venu de l'extérieur. Mais comme toujours, la véritable issue réside dans la mauvaise direction. Il se tourna vers le centre de la pièce. Ce voleur ne s'enfuit pas, il s'attarde. Alors qu'il revenait dans le couloir, Hastings jeta un coup d'œil à Poirot. « Tu as quelque chose, n'est-ce pas ?» Poirot hocha la tête. « Pas de réponse, mon ami, mais une intention. Le voleur voulait le diamant, certes, mais aussi la confusion. C'est pourquoi la rotation des gardes a changé. Pourquoi la galerie était parfumée? Pourquoi le rideau a-t-il été touché ?» Hastings regardait vers l'avenir. « Alors tu penses que c'était prévu ?» Poirot croisa les mains. Planifié, répété et exécuté avec discipline. La question n'est pas de savoir comment cela a été fait. Cela viendra. La question est, qui ici a pratiqué la tromperie si longtemps qu'elle est devenue une seconde nature? C'est avec une retenue méthodique que Poirot entreprenait ses enquêtes, jamais pressant, jamais alarmant. La discrétion était son mot d'ordre, car dans une maison comme celle-ci, où les titres avaient du poids et où les secrets portaient des uniformes, la vérité devait être cajolée, jamais exigée. Il n'a pas commencé par ceux qui détenaient l'autorité, mais par ceux qui observaient au-delà du radar du rang. Un garçon d'arrière-cuisine, un préposé au couloir, une femme de ménage, chacun fut approché avec une précision polie et une expression de confiance paternelle. Et ça a marché, ils ont parlé. Pas tout, bien sûr, mais des fragments. Mention de courses étranges, à des heures tardives. Une porte qui était restée entr'ouverte alors qu'elle aurait dû être verrouillée. Une servante dont le caractère était devenu de plus en plus irrité. À partir de ces fragments, Poirot commença à construire un cadre, non pas de culpabilité, mais de pression. Et la pression, comme il le savait bien, était l'architecte silencieux du crime. Les gens parlent quand ils pensent que personne ne les écoute, murmura-t-il à Hastings. Et dans de telles maisons, mon ami, ce sont toujours les murs qui font l'écoute. La première fissure apparut sous la forme de Violette Norridge, une femme de chambre âgée dont la posture et le silence suggéraient jusqu'à présent un dévouement incontestable. Pourtant, un mot discret d'un garçon de cuisine et une enquête minutieuse auprès des contacts londoniens de Poirot ont dévoilé une vérité plus compliquée. Violette était endettée, très lourdement, auprès d'un réseau de jeux privés basé dans l'est de Londres. Son salaire ne couvrirait jamais les arriérés, même avec des années de service irréprochables. Elle préfère la roulette, dit doucement Poirot, même si la fortune ne l'a pas favorisée en retour. Lorsqu'elle a été gentiment confrontée, Violette n'a rien nié, mais elle offrait peu. « Je n'ai jamais mis les pieds dans la galerie sans surveillance, » dit-elle froidement. « Quoi que vous pensiez que je ne suis pas un voleur. » Poirot incline la tête. « Peut-être pas, mais le désespoir est un puissant facteur de motivation, mademoiselle. Il fait de ceux qui savent à peine tracer une ligne droite des artistes. » Et son silence, quand elle partit, fut plus fort que ses paroles. Si Violette Norridge était fissurée, Alfred Jessop était une façade entièrement fabriquée. Le jeune valet de pied avait éveillé les soupçons avec ses mouvements incohérents la nuit du vol. Mais l'instinct de Poirot a découvert quelque chose de plus profond. Une vérification du nom par rapport au registre du palais a produit une anomalie. Aucune trace d'Alfred Jessop
existant avant sa nomination 6 mois auparavant. Une visite au ministère de l'Intérieur sous l'autorisation discrète de Sir Anthony a confirmé le pire. Jessop était en fait Anthony Fielding, ancien employé dans un domaine privé à Norfolk, licencié sous de vagues accusations de vol, jamais poursuivi. Lorsqu'il fut convoqué, l'homme garda son sang-froid, mais Poirot surprit son hésitation. « J'avais besoin du poste, le salaire, le toit, c'est tout. » La voix de Poirot était douce. « Il s'agit toujours du toit, mon ami, jamais du sol en dessous. » Et alors qu'il quittait la pièce, Poirot se tourna vers Hastings. « Ce n'est pas toujours le criminel que nous craignons, Hastings, mais l'imitateur de la vertu. » Lord Évariste, bien que charmant et courtois, avait avec lui un air d'un raffinement irréprochable que Poirot trouvait presque trop soigneusement composé. Il avait l'air d'un habitué de l'immunité diplomatique, apaisant, souriant, mais finalement évasif. Avec l'approbation prudente de Sir Anthony, Poirot a mené des enquêtes discrètes via les canaux internationaux. Il en est résulté un enchevêtrement de tensions politiques. 5 ans auparavant, Lord Évariste avait servi comme envoyé spécial lors d'un accord de paix raté entre son pays et le ministère britannique des Affaires étrangères. Les négociations s'étaient terminées dans le désordre, avec des rumeurs d'accusations de fuite de correspondances privées, des documents qui avaient coûté cher à la réputation. Rien de tout cela n'avait été prouvé, rien de tout cela n'a été oublié. Poirot, entendant le rapport, hocha lentement la tête. « Donc, dit-il, un homme qui a autrefois mal géré des papiers délicats, et voilà qu'un paquet de lettres diplomatiques disparaît. » Hastings fronça les sourcils. « Vous le pensez capable ?» Poirot répondit « Capable ? Peut-être, mais la meilleure question est la suivante. Était-il assez désespéré pour répéter son passé ou pour empêcher sa résurrection ? Quand Hastings apprit tout ce que Poirot avait découvert, les dettes, le nom falsifié, le passé obscur, il secoua la tête avec consternation. Mais ces gens servent la couronne, ils vivent dans ces murs mêmes, comment peuvent-ils être si ordinaires dans leurs vices ? Poirot posa légèrement une main sur le bras de Hastings. « Parce que, mon ami, les atours du devoir n'effacent pas les besoins humains. Le serviteur en livrée, le noble en soi, ils ne sont pas à l'abri de la tentation. Le statut, voyez-vous, cache le vice avec bien plus d'élégance que la pauvreté ne le pourrait jamais. » Hastings ne dit rien de plus, et, pour une fois, il ne discuta pas. Poirot était assis seul avec ses notes, la page devant lui divisée non pas par nom, mais par motif. Argent, réputation, levier politique. Violet Norridge se tenait dans la colonne marquée dette. Jessop, Fielding, plutôt sous dissimulation. Lord Évariste, sous préservation de la réputation. Mais les motivations seules ne faisaient pas un voleur. Ils ont simplement fait des suspects. Ce qui intéressait Poirot n'était pas le motif lui-même, mais la force de volonté nécessaire pour agir en conséquence. L'homme qui cache son passé le fait pour survivre. Mais risquerait-il pour cela de voir les murs du palais s'effondrer autour de lui? La servante endettée peut souffrir tranquillement, mais son désespoir pourrait-il la pousser à naviguer dans des pièces verrouillées et à détourner les gardes? Et puis il y a eu Évariste, brillant, exercé, dangereux non pas parce qu'il pourrait voler, mais parce qu'il pourrait orchestrer. Poirot expira doucement. « Il y a quelqu'un, murmura-t-il, pour qui la vérité n'est pas seulement dangereuse, elle est fatale. » Et c'était là, il le savait, la clé. Le palais, dans tout son silence majestueux, fonctionnait comme une forteresse, scintillante à l'extérieur,
gardée à l'intérieur. Mais sous les sols en marbre et les murs de velours, Poirot voyait une fragilité qui ne pouvait être recouverte de titres. Cette maison ne fonctionnait pas selon le protocole, mais selon la peur. Peur de la honte, peur d'être exposé, peur que quelque chose, n'importe quoi, puisse s'infiltrer dans le monde extérieur. Il pensa à la bouche serrée de Sir Anthony, aux gants tremblants de Lady Winfield, au charme sans faille de Lord Évariste. C'était un grand jeu de contrôle, mais en dessous, les nerfs humains se sont mis à rude épreuve avec le temps et le secret. Poirot, debout une fois de plus au pied du grand escalier, ferma les yeux. La monarchie perdure, murmura-t-il, mais les cœurs qui la servent saignent comme les autres. Et dans ce saignement, il le savait, il y avait une vérité qui valait la peine d'être découverte, non seulement pour résoudre un vol, mais aussi pour révéler l'âme d'une maison qui avait oublié qu'elle était faite d'humains. Poirot s'était levé tôt, l'esprit toujours empêtré dans les fils de la disparition du diamant. Pourtant, ce n'était pas la seule logique qui guidait ses pas, mais quelque chose de plus intangible, une humeur, un murmure dans l'air qui n'avait rien à voir avec la météo ou la routine. Alors qu'il parcourait le couloir à côté d'Hastings, le silence semblait modifié, non pas paisible, mais anticipé, comme si le palais lui-même se préparait à une autre révélation. Les pas étaient plus rapides. Les mots, entre les membres du personnel, ont été coupés. Il y avait une légère tension derrière chaque arc, chaque porte doucement fermée. « Cela a changé », dit doucement Poirot. Hastings regarda autour de lui. L'ambiance? Poirot hocha la tête. « Oui, mon ami, le silence, ça a du poids maintenant. Avant, c'était la peur. Aujourd'hui, c'est la connaissance. » Un valet de chambre les dépassa à pas précipités, et les yeux de Poirot le suivirent. L'air est chargé de quelque chose de non dit. Quelque chose s'est produit, Hastings, et je crains que, quoi que ce soit, cela ne révèle plus que des bijoux volés. La confirmation vint discrètement de Sir Anthony lui-même. Il rencontra Poirot dans un salon meublé, avec discrétion et inquiétude. « Cette fois, c'est bien pire, » dit-il à voix basse. « Le ministère des Affaires étrangères me pose déjà des questions. » Poirot ne l'interrompit pas. Il avait appris à attendre quand le silence tremblait, à la limite de la confession. Sir Anthony a poursuivi. Une enveloppe scellée, des documents diplomatiques, provenant du coffre-fort personnel de la reine. Il a été découvert disparu, à l'aube. Un deuxième vol, dit doucement Poirot, si proche du premier. Sir Anthony hocha la tête. Aucun signe d'effraction. Le coffre-fort était verrouillé lors du contrôle à minuit. Il a été rouvert à 6 heures. Poirot se pencha en avant. Qui y avait accès? 3 personnes, moi-même, le secrétaire de Sa Majesté et l'intendant en chef. Tous étaient responsables, prétendument. Poirot pressa le bout de ses doigts. Il ne s'agit donc pas d'un simple crime dû au hasard. C'est une campagne de précision. Et on ne lance pas une telle campagne sans des raisons plus profondes. Le palais, longtemps adepte de l'art de dissimuler la panique dans le protocole, bourdonnait désormais d'un désespoir silencieux que le protocole ne pouvait plus réprimer. Les gardes furent doublés. Les journaux d'entrée ont été vérifiés. Corridors de service patrouillés. Chaque mot murmuré portait le poids du soupçon. Lady Winfield marchait plus vite, les mains serrées dans son tablier. Le capitaine Hawthorne aboyait des ordres, avec une plus grande férocité, masquant son malaise par une acuité. Même les membres du personnel inférieur, ceux qui ne s'impliquaient pas, qui ne le savaient pas, se déplaçaient avec moins de grâce et plus de prudence. Le vol d'un diamant pourrait être dissimulé. La perte des papiers d'État, c'était bien plus combustible. Ce n'est pas le vol qui les inquiète maintenant, a déclaré Poirot
à Hastings. Mais les implications, un joyau, oui, c'est du luxe. Mais ceci, c'est de la stratégie, de la diplomatie, un effet de levier. Hastings fronça les sourcils. Tu veux dire que ça pourrait causer... Poirot l'arrêta d'un regard. Un embarras? Certainement. Un scandale? Peut-être. Mais selon ce qu'il y avait, à l'intérieur de cette enveloppe, mon ami, peut-être même un acte de guerre. La pièce abritant le coffre-fort de la reine était moins ostentatoire que prévu. Plus un bureau qu'un coffre-fort au trésor. Pourtant, l'œil de Poirot voyait ce qui comptait, pas ce qui brillait. Il étudia le coffre-fort, pas altéré. Aucune rayure sur le cadran, aucune entaille près des charnières. Mais au sol, de la poussière, récemment remuée. Poirot s'agenouilla et trouva une empreinte de botte partielle, légère mais distincte. « Question militaire », murmura-t-il, mais poli, lisse, comme s'il n'était pas utilisé en action. Puis deuxième détail, une égratignure près de la poignée en laiton du bureau, jouxtant le coffre-fort, pas frais, mais pas ancien non plus. Et enfin, une légère impression sur l'accoudoir de la chaise, de la graisse, pas à cause du pétrole, mais de la pression. Quelqu'un s'est assis ici pour attendre, dit Poirot, plus pour lui-même que pour Hastings. Assis confortablement. Je connaissais la routine, je n'ai pas paniqué, je n'ai pas forcé. Il se leva. Il ne s'agissait pas d'un vol par intrusion, c'était d'un vol par routine, par attente, et par connaissance de ce qui ne serait pas remis en question. Poirot retourna dans ses appartements et déposa 2 draps devant lui. Sur l'un d'eux, il a répertorié le diamant, de l'autre, l'enveloppe. Ce qui les liait n'était pas seulement la méthode, mais l'atmosphère. Le vol de diamants avait dérouté avec élégance. Pas de violence, pas de bruit, une suggestion de détournement de route. Maintenant l'enveloppe, volée, dans un silence similaire, sans brèche ni signal. 2 vols, songea Poirot, et pourtant un même rythme, un seul schéma. Les 2 objets sont suffisamment petits pour être cachés dans une poche, tous 2 stockés dans des endroits verrouillés, tous 2 protégés par la confiance et non par la vigilance. Il parcourut la page avec son doigt. Différentes motivations, oui, mais un seul tempérament, un esprit qui se nourrit de précision, un esprit qui répète. Hastings le regardait. Alors, la même personne? Poirot hocha la tête une fois. La main est la même, j'en suis certain. Mais les raisons... Ah, les raisons peuvent encore être plus étranges que les crimes eux-mêmes. Et dans le calme de cette pièce, la vérité semblait se rapprocher. Pensez-vous, demanda prudemment Hastings, que nous avons affaire à 2 coupables différents? Poirot haussa un sourcil, sa voix calme. Il est tentant de diviser les crimes quand ils se multiplient. Mais non, mon ami. Il se tourna vers les journaux. La main est singulière, mais son objectif est complexe. Signification. Poirot fit un geste, un esprit, 2 intentions. L'une pour confondre, l'autre pour détruire. Nous devons nous demander que cache le premier vol et quel est le but du second. Hastings se tut, frappé par la possibilité qu'un acte de vol n'ait été que l'ouverture d'une symphonie, bien plus dangereuse. Poirot a revu chaque nom une fois de plus, non pas avec de nouveaux faits, mais sous un nouvel angle. Le jeu de Violette Norridge n'indiquait plus seulement le désespoir, il pouvait suggérer une manipulation. Qui lui avait prêté les fonds? Qui aurait intérêt à ce qu'elle trahisse son accès? L'identité de Jessop, aussi fausse soit-elle, ressemblait désormais moins à une dissimulation qu'à un positionnement. Avait-il été placé délibérément là où les coffres forts étaient proches et les bûches légèrement surveillées? Et Seigneur Évariste? Avec les documents manquants liés aux affaires internationales,
Son vernis poli se fragilise soudain. Hastings regarda Poirot croiser et recroiser chaque fil. « Vous retravaillez toute l'affaire », Poirot répondit sans lever les yeux. « Pas de remaniement, Hastings. Recadrage. Le premier vol était personnel, symbolique, décoratif. Mais le second, c'est politique, c'est dangereux. » Et tandis qu'il posait son stylo, Poirot comprit. Le passé n'était pas simplement revenu les hanter. Il était revenu pour terminer ce qu'il avait commencé. Poirot se tenait à la fenêtre, regardant la brume matinale s'élever de la pelouse du palais. « Le diamant, dit-il doucement, n'a jamais été la question. C'était une distraction, un geste de magicien pour nous faire détourner le regard. » Il se tourna vers Hastings. « Le véritable vol, mon ami, c'était l'enveloppe, les documents. C'est là que réside le danger, non pas dans la pierre de taille, mais dans l'encre. » « Mais pourquoi aller si loin ?» Poirot eut un sourire triste. « Car si le premier crime est scandaleux, il éclipse le second. Et dans la confusion, la vérité ne se perd pas. Elle est escortée jusqu'à la porte d'entrée. » L'attitude de Sir Anthony était passée d'une diplomatie froide à un désespoir discret. « Vous devez conclure ceci, monsieur Poirot, rapidement. Le ministère des Affaires étrangères a déjà menacé d'envoyer ses propres enquêteurs. Sa Majesté est gravement inquiète. » Poirot incline solennellement la tête. « La vérité viendra, Sir Anthony, mais elle ne peut pas être précipitée. On ne peut pas déraciner une rose en tirant plus fort. Il y a plus en jeu que la vérité, » marmonna Sir Anthony. « Il y a de l'ordre. » Poirot croisa son regard. « Et c'est précisément quand on sacrifie la vérité pour maintenir l'ordre, monsieur, que l'une et l'autre se perdent. » Sur ce, il se tourna. Son travail venait juste de commencer. Le palais avait offert à Poirot un petit salon pour ses enquêtes de routine, et il l'accepta avec l'air d'un homme qui se montre courtois. En réalité, il entrait dans la phase la plus critique de l'enquête. Le personnel a été convoqué un par un, non pas de manière agressive, mais avec une courtoisie professionnelle. Le ton de Poirot restait cordial, son sourire faible, mais ses questions exigeaient plus que des réponses. « Où étiez-vous posté pendant le dîner? Combien de temps avez-vous servi dans l'aile sud? Avez-vous remarqué quelque chose d'anormal ce soir-là » Les réponses sont venues polies, prévisibles. Mais Poirot n'écoutait pas les mots. Il écoutait l'hésitation, la respiration trop longue, le silence qui persistait après des questions simples. Chaque domestique est reparti convaincu d'avoir passé l'inspection. Mais Poirot a pris des notes, non pas sur la culpabilité, mais sur l'omission. Une telle loyauté, dit-il à Hastings, est admirable. Mais la loyauté envers quoi, exactement? Telle est la question. C'est dans les couloirs inférieurs, au-delà du domaine des servantes et des stewards, que Poirot trouva le pouls du mécontentement humain. Ici, loin des salles d'apparat et des regards royaux, l'envie s'était envenimée. 2 femmes de ménage, Elsie Carter et Bridget Lane, travaillaient depuis des années, côte à côte, dans l'aile de la blanchisserie. Mais seule Elsie avait récemment été promue au poste de linge personnel, lui donnant accès au quartier privé de la reine. Les réponses de Bridget étaient polies et sa posture correcte. Mais Poirot remarqua la sécheresse de sa voix, le calme de ses mains. « Elle est très bonne », a déclaré Bridget à propos d'Elsie. « Favorisée même. »« Oui, » dit doucement Poirot. « Mais la faveur, mademoiselle, est souvent l'ennemi de l'amitié. » Il apprit que Bridget s'était vue promettre le même poste. Il avait été retiré sans raison. « Ce sont les petites injustices, » murmura plus tard Poirot, « qui donnent donc les motifs les plus puissants. Une fierté blessée, Hastings, est le germe de la trahison. » Un valet de pied, James Holling,
arriva avec la nervosité de quelqu'un qui craint d'être découvert, même en l'absence de culpabilité. Poirot l'observa attentivement. « Vous êtes pâle, monsieur. Peut-être à cause du poids du silence. » Sous le contrôle du détective, Holling a avoué, pas au vol, mais au chantage. Il s'était engagé dans une relation clandestine avec un autre domestique, une relation qui n'était approuvée ni par le poste ni par les circonstances. Elle est mariée, monsieur, je le jure. J'y ai mis fin il y a des mois. L'affaire avait laissé une trace. Des lettres, des reçus, une photographie accidentelle. Maintenant, quelqu'un les avait trouvées et exigeait le silence. Le silence, en échange de quoi ? Demanda Poirot. Je ne sais pas. Juste que si je n'obéissais pas, elle perdrait tout. Poirot croisa les mains. Vous avez donc rendu service. Vous avez délivré des messages. Vous avez détourné le regard. L'homme hocha la tête, les yeux baissés. Vous voyez, Hastings, a déclaré Poirot par la suite, l'amour ne fait pas que brouiller le jugement. Il peut le rendre entièrement aveugle, et parfois l'utiliser comme une arme. Sir Bertram, conseiller royal principal, était un homme d'une diction raffinée et d'une formidable discrétion. Pourtant, Poirot avait remarqué que son regard s'attardait trop longtemps sur une jeune femme de chambre, Amelia Crowthorne, lors d'une traversée de couloir. Et ainsi il poursuivit son enquête tranquillement, à travers des enquêtes subtiles, jusqu'à ce que cela devienne indéniable. Sir Bertram et Amelia menant une affaire privée. La jeune fille, en larmes mais sans honte, le confirma. Il a dit que c'était l'amour. Il a dit que j'étais sa paix. Le risque était énorme. Un homme de son rang qui fréquentait un domestique risquait non seulement le scandale, mais aussi la ruine professionnelle. « Est-ce que quelqu'un d'autre le sait ?» demanda Poirot. « Un seul, » murmura Amelia. « Je pense. » Poirot hocha solennellement la tête. Même les secrets du cœur, lorsqu'ils sont cachés, projettent des ombres. Le lien entre Bertram et la femme de chambre n'offrait aucun indice direct, mais Poirot voyait quelque chose de plus dangereux que la romance. Il a vu un motif, parce que l'amour, lorsqu'il est menacé, peut devenir aussi désespéré que la dette, et 2 fois plus insensé. Poirot a recommencé à examiner les témoignages, non pas pour les contredire, mais pour les corriger trop. Trop d'heures rappelées à la minute près. Trop de comptes correspondaient trop bien. Lady Winfield a affirmé qu'elle se trouvait dans le couloir de la galerie à 21h45 précises, au même moment où 3 autres personnes ont mentionné l'avoir vue ailleurs. Un steward a juré que la charrette à thé avait été retardée en raison d'une bouilloire manquante, mais la bouilloire a été enregistrée comme nettoyée 1 heure plus tôt. Ce ne sont pas les mensonges qui ont attiré l'attention de Poirot, mais l'harmonie. Une harmonie qui semblait répétée. Aucun ménage, dit-il à Hastings, ne fonctionne comme sur des roulettes sans huiler les rouages. Et je crains que quelqu'un n'ait utilisé trop de cirage. Un membre du personnel, un jeune serviteur, nommé Gerald Pike, s'était mis en service près du vestibule Est pendant tout le dîner. Personne ne se souvenait de l'avoir vu, personne ne se souvient de l'avoir assigné. Il n'avait rien proposé de remarquable, sauf peut-être justement pour cela. Rien, et rien, se dit Poirot, était souvent tout. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils examinaient leurs notes à la lueur d'une lampe, Hastings fronça les sourcils. « Vous savez ce qui me frappe, Poirot? Ceux qui sont les plus suspects dans leurs comptes sont ceux qui sont les moins troublés dans leurs manières. » Poirot leva les yeux, amusé. « Juste comme ça, mon ami. Je veux dire, le coupable ne devrait-il pas avoir l'air nerveux ?» Poirot rit doucement. « Les eaux calmes, Hastings, elles sont profondes.
Un homme coupable peut trembler, mais un homme dangereux, il sourira, il pliera les draps, il servira le thé. Il tapota avec son crayon la marge d'un nom. Ce ne sont pas les cris qui trahissent, Hastings, c'est le silence qui ne répond à rien. Alors que Poirot décrivait chaque nom, chaque mouvement, un modèle commençait à émerger, non pas par contradiction, mais par absence. Gérald Pike avait été présent tout au long, mais personne ne se souvenait de lui. Sa présence n'a suscité aucun commentaire, aucune observation, pas même un manteau égaré ou un regard tourné. Un homme qui bouge sans faire de remarques, murmura Poirot. C'est soit la marque d'une parfaite discrétion, soit une invisibilité calculée. Il interrogea à nouveau Pike, cette fois avec douceur. Le jeune homme répondit clairement et fermement. Mais Poirot surveilla le clignement des yeux avant la réponse, la main qui tremblait au niveau du poignet, la seconde trop longue avant « Je ne me souviens pas ». « Vous n'avez rien vu », dit enfin Poirot. « Parce que tu étais celui qui n'avait besoin d'être vu de personne ?» Pike se raidit. « Mon ami, » murmura Poirot, « tu as bâti ta sécurité dans l'ombre, mais même les ombres trahissent une forme, et j'ai commencé à voir la tienne. » La toile se resserrait, et en son centre, celui qui avait été parfaitement négligé. Avec le calme de celui qui ferme un chapitre, Poirot a demandé une réunion privée sous couvert de réflexion et de clôture. La salle de musique a été choisie, neutre, sans prétention, et suffisamment fréquentée pour ne pas déclencher d'alarme. Sir Anthony fut persuadé avec une autorité discrète. La clôture, a expliqué Poirot, est souvent mieux offerte avec dignité. Les invitations étaient délivrées avec soin, formulées poliment, mais avec une fermeté indubitable. Tous les principaux membres du personnel ont été invités à y assister. Lady Winfield, le capitaine Hawthorne, Violette Norridge, Gerald Pike, Lord Évariste et le toujours fidèle Sir Bertram. Le pianiste, un petit accompagnateur de la cour, fut également convoqué, chargé d'exécuter quelques mouvements doux, un baume pour les nerfs tendus. Alors que les invités arrivaient un par un, il n'y avait aucun sentiment de menace. La salle de musique, après tout, était un espace de beauté. Mais l'expression de Poirot, bien que placide, trahissait l'intensité de ceux qui le regardaient vraiment. Hastings se pencha plus près. Est-ce le moment? Poirot murmura. Mais oui, le théâtre est prêt, mon ami. Laissez les acteurs jouer. Chaque détail de la pièce avait été pensé, non seulement comme décoration, mais comme design. Poirot avait disposé les objets avec un calcul méticuleux, leur présence étant décontractée, mais stratégique. Sur une table d'appoint, une réplique du diamant manquant, nichée à côté d'une enveloppe pliée, presque identique, en forme et en sceau, à la valise diplomatique. Un sachet de lavande, délicatement effiloché, avait été placé à l'intérieur du couvercle d'un meuble à musique. Un gant, de style neutre mais évocateur de mémoire, reposait sur une chaise sculptée près du bord de la galerie. Rien n'a été dit d'eux, pas encore. Poirot se contenta d'accueillir les invités avec une chaleur courtoise, les remerciant de leur présence et les invitant à s'asseoir. Il y a de la beauté dans la réflexion, a-t-il commencé, et de la clarté, parfois, dans la musique. Le pianiste commença à jouer. Un morceau doux et mélancolique flottait dans l'air, et avec lui le calme. Poirot se tenait près du manteau, les mains jointes, son regard posé sur personne et sur tout le monde. Alors que la note finale du premier mouvement s'estompait, Poirot s'avança doucement, comme s'il était poussé non par l'intention, mais par l'inspiration. « On oublie comment le temps passe dans de telles salles, » dit-il à voix haute. « Le temps est si étroitement géré ici, tellement
Sacré. Il commença à parler sans hâte, presque paresseusement, racontant la nuit du premier vol. L'orage de 9h30, le gant égaré retrouvé peu après 10h, le couloir s'est dégagé à 10h15. Plusieurs invités hochèrent poliment la tête. D'autres se décalèrent, incertains du but. Et puis, poursuivit Poirot, le changement de montre, enregistré, bien sûr, à 11h. C'était un petit détail, une pause, puis une voix, trop rapide pour être réprimée, corrigea doucement. Il était 10h45, je crois. Les têtes se tournèrent. Gerald Pike restait immobile, comme s'il réalisait trop tard que ses connaissances l'avaient trahi. Poirot n'a offert aucune réprimande. Il a simplement souri. « En effet, dit-il doucement, tellement précis, monsieur. » Et le pianiste continuait à jouer, remplissant le silence de malaise. Poirot se déplaçait maintenant avec une grâce tranquille à travers la pièce, s'arrêtant devant chaque objet qu'il avait placé si délibérément. Il s'arrêta à table. « C'est curieux, dit-il doucement, en soulevant l'enveloppe. Comment quelque chose si hermétiquement scellé peut être perdu si facilement ?» Puis à la réplique du diamant, qu'il fit rouler doucement entre ses doigts. On dit que l'imitation invite à l'examen, mais ce sont souvent ceux qui semblent les plus authentiques qui y échappent complètement. Plusieurs yeux le suivirent, perplexes, mais c'est en passant devant le meuble à musique, où était subtilement caché le sachet de lavande, qu'il observa la réaction. Pas un mot, pas un geste, juste le plus bref clignement des yeux, un sursaut si rapide qu'il aurait pu passer inaperçu, mais Poirot l'a vu. Les yeux de Pike s'étaient rétrécis, pendant une demi-seconde de trop. Il recula, en croisant les bras. « Et ainsi nous voyons, » murmura-t-il, « que la mémoire n'est pas la seule chose qui trahit. L'instinct aussi dit la vérité. » Poirot laissa le silence s'enfler, puis fit un nouveau signe vers la table d'appoint. « Est-ce que quelqu'un s'intéresserait à la lavande ?» demanda-t-il légèrement. « Ça persiste, n'est-ce pas? Même maintenant. Doux, mais invasif. » Personne n'a répondu. La salle de musique était devenue plus calme. Il fouilla dans le placard et en sortit le sachet, le tenant en l'air. Trouvé ici, non catalogué, et pourtant si familier. Les yeux clignotèrent. Lady Winfield détourna le regard. Lord Évariste se raidit. Mais un seul d'entre eux bougea brusquement, se penchant en arrière comme sous l'effet d'une odeur trop forte. Gerald Pike. La voix de Poirot baissa d'une octave. « Étrange, n'est-ce pas? La lavande n'est plus utilisée par les femmes de ménage du palais. Trop mémorable, trop révélatrice. » Il s'avança vers Pike. « Vous avez reculé, parce que vous vous êtes souvenu, parce qu'il s'accroche, non à la mémoire, mais à la présence. Et parce que, monsieur, c'était votre odeur, abandonnée dans une galerie trop grande pour votre rang. » Et Pike, pâle, à présent, ne dit rien du tout. Ce fut Hastings qui brisa le silence, d'une voix basse et stupéfaite. « Mon Dieu, c'est lui depuis le début. » Poirot ne dit rien. Hastings regarda autour de la pièce, son regard reliant chaque indice, la lavande, le gant, la correction de rotation, l'attitude calme. Il savait tout, il était partout, et personne ne le voyait. Poirot hocha la tête une fois. L'homme invisible, mon ami. Celui qui ne disait rien, parce que personne ne le demandait. Celui qui se glissait entre les silences et les uniformes. Pour la première fois, Hastings ne voyait pas un serviteur maladroit, mais un orchestrateur précis, patient, réfléchi. Et finalement, cela avait du sens. Poirot se tourna vers le groupe rassemblé, sa voix désormais calme et décisive. « Monsieur Pike, dit-il d'un ton égal, n'était pas seulement présent,
Il était essentiel, au programme, aux lacunes, aux absences que personne ne remarquait. Il marchait lentement. Il a falsifié la rotation, utilisé des gants empruntés, détourné l'attention avec charme et silence. Il a parfumé la galerie non pas par accident, mais par dessein. Il baissa les yeux sur l'enveloppe une fois de plus. La valise diplomatique a également été retirée sans faille, car il connaissait la routine. Il s'est assis là, où personne ne regardait, a attendu là où personne ne se demandait. Les yeux de Poirot rencontrèrent ceux de Pike. « Vous n'avez rien volé par la force, vous avez volé à dessein. Et maintenant, monsieur, le modèle est terminé. » Il n'y a eu aucun cri de protestation. Seulement une profonde inspiration, résignée. Poirot s'inclina légèrement. « Vous n'êtes pas trahi par une empreinte digitale. Vous êtes trahi par votre compréhension des autres. Voilà, monsieur, votre calcul le plus fatal. » Et la pièce tomba dans le silence. Pas un mot ne suivit la conclusion de Poirot. Sir Anthony se tenait debout avec une formalité rigide, son expression illisible. Lady Winfield se laissa lentement tomber sur sa chaise. Lord Évariste se détourna, les yeux plissés. Tous les regards se tournèrent vers Pike, qui était assis, la tête baissée, son masque de neutralité finalement levé, pour révéler non pas du défi, mais de la fatigue. Poirot parla à nouveau, doucement maintenant. La vérité, comme l'art, ne nécessite aucun embellissement, seulement le cadre correct. Il se tourna vers Hastings. « Et maintenant, mon ami, nous l'avons encadré, entièrement. » La salle de musique, longtemps habituée aux mélodies, résonnait désormais avec quelque chose de bien plus lourd que la musique, une fin qui avait peut-être été jouée depuis le début. C'est à la demande de Poirot, et non par décret royal, que la salle de réception Crimson fut discrètement aménagée. Sir Anthony, bien que visiblement inquiet, s'exécuta avec une urgence discrète. Chaque personnage restant de l'enchevêtrement des mensonges a été convoqué, non pas de manière dramatique, mais sous couvert d'un débriefing final. Lady Winfield arriva avec les lèvres pincées, avec une retenue mesurée. Le capitaine Hawthorne se tenait debout, avec la raideur d'un homme qui craignait plus la honte que la punition. Violette Norridge était assise raide près du coin, les yeux baissés. Lord Évariste s'inclina avec une indifférence affectée. Et près du foyer se tenait Harold Fenwick, assistant royal, gentleman, et, aux yeux de Poirot, l'énigme finale. Le silence de la pièce n'était pas ordinaire. C'était anticipatif. Poirot prit place près du centre, croisant les mains derrière le dos. « Vous avez tous été amenés ici, » dit-il doucement, parce que la vérité, comme une blessure mal pensée, a commencé à s'envenimer. Personne n'a bougé. La représentation était sur le point de commencer. Poirot laissa son regard se poser, un par un, sur chaque visage de la pièce. Aucune explosion ne l'accueillit. Seulement le calme étouffé de ceux qui ne savaient pas s'ils étaient accusés ou absous. Le calme, il le savait, n'était pas la paix. C'était une paralysie. Sir Anthony s'éclaircit la gorge, mais ne dit rien. Poirot incline la tête, la voix sereine. « Il est temps, mes amis. Les ombres ne sont plus notre refuge. » Il attrapa une petite enveloppe à ses côtés. La vérité est présente depuis le début. Elle a simplement été déplacée. Et dans ce silence, la peur commença à se propager sous l'immobilité pratiquée. Poirot brandit un gant blanc, son élégance intacte mais légèrement marquée d'une petite tache grasse. Il parle doucement. Cela a été trouvé sous un banc rembourré dans la Queen's Gallery. Ce n'est pas important, pourrait-on penser. Mais l'odeur, l'odeur, racontait une histoire différente.
Il le rapprocha du groupe rassemblé. Lavande, vraie, pas artificielle, faible mais distincte. Un parfum qui n'est plus utilisé par le personnel du palais. Trop persistant, trop révélateur. Les lèvres de Violette s'entr'ouvrirent légèrement. Ce gant, poursuivit Poirot, n'appartenait pas à un serviteur en uniforme, mais à quelqu'un souhaitant apparaître comme tel. Il a été manipulé récemment par quelqu'un aux doigts délicats et aux intentions plus délicates. Il se tourna lentement vers le fond de la pièce, et il allait être placé dans une pièce où une personne en particulier n'avait aucune tâche à signer ce soir-là. Il n'y a eu aucun refus. Seul le souffle était retenu. « Et c'est ainsi que nous commençons », murmura Poirot, « avec de la lavande et avec des mensonges. » Poirot récupéra un mince livre relié en cuir et l'ouvrit avec le respect que l'on peut accorder aux écritures. Le système de rotation des gardes, a-t-il annoncé, est censé être infaillible. Ce n'est pas le cas. Il passa son doigt sur une colonne. Ici, nous voyons un changement, la signature d'Harold Fenwick autorisant un changement dans l'horaire de quart, subtil, presque invisible, mais l'heure du changement de poste, 10h45, est éloignée de 2 entrées de l'endroit où elle devrait tomber. Il leva les yeux plissés. Un tour de passe-passe, 2 figures inversées. De quoi déplacer un récit, dissimuler un mouvement, créer une fenêtre. Sir Anthony eut l'air de vouloir parler, mais il s'arrêta. Une telle modification ne pouvait venir que de quelqu'un disposant à la fois d'un accès et d'une autorité, a poursuivi Poirot, et une discrétion que peu de gens oseraient remettre en question. Sa voix baissa. Le faux n'est pas grossier, il est magistral. Et pourtant il parle, le faux parle toujours, si on écoute. Et maintenant, la salle écoutait très attentivement. De sa poche, Poirot sortit un petit objet scintillant. « Une pièce de monnaie », dit-il simplement, laissée derrière, sous les rideaux de la galerie. Il le laissa tomber sur la table d'appoint avec un léger tintement. Identique en poids et en circonférence au diamant de la reine, un espace réservé parfait. Il a induit en erreur juste assez longtemps, donc l'absence a été constatée non pas en temps réel, mais rétrospectivement. Le capitaine Hawthorne se pencha en avant. Une pièce étrangère. Poirot hocha la tête. D'un pays dont l'envoyé à dîner ce soir-là. Ses yeux trouvèrent Lord Évariste. Aucune accusation, milord. Simple observation. La pièce n'avait pas sa place. Je pense qu'elle n'était pas non plus censée l'être. Il reporta son attention sur la pièce. Il a été planté. Pour dévier, pour retarder, pour confondre. Il recula. Le vol d'une pierre est simple, mais l'art réside dans la pause, dans le battement de cœur, entre la vérité et la détection. Et quelqu'un ici est un maître de tels intervalles. Poirot se tenait maintenant immobile, l'architecte du calme dans une pièce au bord de la révélation. « Il y a eu 2 crimes, dit-il lentement. Un diamant a disparu, puis, quelques jours plus tard, une enveloppe diplomatique scellée. Il laissa le poids de ce 2e vol se poser sur leur visage. La première était une distraction, personnelle, symbolique, apparemment romantique. Mais la seconde, la seconde, était politique. Il désigna le gant, la pièce, la rota. Chaque indice racontait sa propre histoire, mais ensemble, ils forment un modèle, une mauvaise direction d'abord, suivie de la véritable intention. La voix de Poirot baissa. Le premier vol n'a jamais été destiné à réussir, ni même à avoir de l'importance. C'était du théâtre, joué pour masquer un acte de trahison plus discret. Et celui qui l'a conçu connaissait la différence entre le bruit et les nuances. Il se tourna vers Sir Anthony. Ce n'était pas de l'opportunisme, c'était de l'orchestration. Et enfin, le mot que personne ne voulait prononcer a trouvé sa place. Trahison. Poirot se tourna lentement.
délibérément. « Harold Fenwick, dit-il, et la pièce se contracta, comme si les murs eux-mêmes avaient respiré. L'assistant royal ne broncha pas. Il croisa le regard de Poirot sans défi, seulement avec calme. « Vous avez autorisé l'échange de garde, » a poursuivi Poirot. « Vous aviez accès au coffre-fort, vous connaissiez toutes les faiblesses de la galerie, et vous avez modifié le journal, non par ignorance, mais par précision. Il s'approche. Vous aussi, monsieur, avez des dettes considérables, non pas envers les joueurs, mais envers le silence. Et vous aviez encore un lien, plus fort que le devoir, plus fragile que l'honneur. » Les yeux de Poirot se tournèrent brièvement vers l'arrière, à une femme qui n'est plus autorisée à l'intérieur de ces murs. Fenwick ne dit rien. « Ce n'était pas de la cupidité, » a terminé Poirot. « C'était une évasion. » Et à ce moment-là, Harold Fenwick, raffiné et respecté, semblait perdre un pouce de sa stature, non pas physiquement, mais intérieurement. Le masque ne s'était pas brisé. Il avait été déposé avec soin. Poirot fit face au groupe, sa voix désormais douce, presque pleine de regret. Les deux vols étaient des répétitions de chorégraphie. Le diamant, le spectacle, l'enveloppe, le prix. Il se tourna vers Fenwick. « Vous souhaitiez partir, pas dans la disgrâce, mais dans l'anonymat, avec elle. Un navire attendu, une nouvelle vie achetée par la trahison. » Il n'y a eu aucun refus. Poirot baissa légèrement la tête. « Mais la culpabilité, monsieur, voyage plus vite que les bateaux, et les secrets ne restent pas enfouis lorsqu'il s'agit d'amour. » Le silence qui suivit n'était plus suspect. C'était plein de chagrin, lourd et irrémédiablement réel, car en fin de compte, tout cela n'avait été que par amour et par peur. Les mains de Fenwick, soigneusement jointes devant lui, se desserrèrent lentement. Ses épaules s'affaissèrent, non pas en signe de défaite, mais de soulagement. « J'avais espéré, » dit-il doucement, « que si je ne laissais rien derrière moi, personne ne viendrait me chercher. » Poirot s'avança. « Et pourtant, tu as tout laissé derrière toi, surtout toi-même. » Sir Anthony ne dit rien. Fenwick leva les yeux creux. « Je l'aimais, c'est vrai. » Poirot hocha la tête une fois. « Et en vérité, monsieur, votre châtiment a déjà commencé. Il n'y a eu aucune arrestation, aucune résistance, seulement un homme qui avait joué contre les ombres et qui avait été découvert par la lumière. » La chambre pourpre retint son souffle, puis expirait. La promenade jusqu'à la galerie privée de la reine s'est déroulée en silence. Poirot ne parla pas plus qu'Harold Fenwick, dont le pas restait régulier mais lourd, comme si le poids de sa décision pesait désormais sur chaque mouvement. Sir Anthony le suivit à distance discrète, son expression gravée dans la pierre. Hastings arriva en dernier, les yeux baissés. La galerie était comme elle était, polie, digne, intacte depuis le premier vol. Pourtant, maintenant, cela se sentait transformé, non pas par des objets ou des preuves, mais par ce qu'ils avaient appris à l'intérieur de ces murs. Fenwick s'arrêta sous le lustre central. Poirot désigna le banc le plus proche de la vitrine vide. « Asseyez-vous, monsieur, » dit-il doucement. « Revenons au début. » Fenwick l'a fait sans résistance. Ses yeux n'étaient pas tournés vers la galerie, mais vers quelque chose de plus loin, vers l'intérieur. Ce n'était plus le lieu d'un crime, c'était un confessionnal. Et la galerie, une fois silencieuse, était prête à en témoigner. Le portrait de la reine Victoria se dressait au-dessus du centre de la galerie, son regard non pas tourné vers l'extérieur, mais vers le bas, comme si elle aussi pesait l'âme assise en dessous. Fenwick ne leva pas les yeux. Ses épaules étaient carrées, mais ses mains tremblaient légèrement sur ses genoux. « J'avais espéré, » dit-il d'une voix calme,
ne jamais revenir ici. Poirot ne dit rien. Ce n'était pas nécessaire. Le silence était complet, ni accusateur ni rédempteur. C'était l'histoire qui méprisait l'humanité. Le contraste était cruel. Un homme qui avait servi la couronne et qui ne répondait désormais plus à elle, mais à lui-même. Et les yeux au-dessus regardaient, sans ciller. Fenwick poussa une inspiration longue et irrégulière. J'ai modifié le journal de garde, j'ai effectué le changement, j'ai observé les horaires pendant des semaines. Sa voix vacilla, mais ne se brisa jamais. J'ai d'abord pris le diamant, non pas pour le garder, mais pour l'induire en erreur, une démonstration d'audace, une distraction pour eux et pour moi. Et quand les chuchotements se sont concentrés sur les bijoux et les rumeurs, j'ai pris l'enveloppe. Poirot ferma brièvement les yeux, la confession confirmant ce que les indices impliquaient depuis longtemps. « Je voulais sortir », a poursuivi Fenwick, pas à cause de la honte, mais parce que je savais que ça allait arriver, les dettes, les questions, le passé. Il fit une pause, la tête baissée. Elle m'aimait, je l'aimais. Mais on ne peut pas construire un avenir sur des secrets, pas quand les murs qui nous entourent sont construits sur le silence. Sa voix s'est tue. Je ne demande pas pardon, seulement qu'elle ne soit pas blâmée. Et à ce moment-là, le masque du service s'est brisé, non pas avec fureur, mais avec dignité. Poirot ne dit rien pendant plusieurs secondes. Il étudia Fenwick non pas comme un criminel, mais comme un homme dont les murs s'étaient effondrés. Il n'y avait aucune satisfaction dans la confession, aucun triomphe dans la résolution, seulement un silence mélancolique. « Vous avez choisi la précision plutôt que la violence », dit enfin Poirot. « Mais ce faisant, vous avez créé quelque chose de bien plus compliqué que le crime. Vous avez créé la confusion, monsieur, et la confusion, lorsqu'on la laisse pourrir, devient une ruine. » Fenwick n'a pas répondu. Poirot se détourna légèrement, croisant les bras. J'ai rencontré des voleurs qui volaient par cupidité, par frisson, par cruauté. Mais vous... Il fit une pause. Vous avez volé pour l'illusion du contrôle. Il baissa la voix. Nous qui servons, nous qui obéissons, nous portons le masque d'honneur. Mais à l'intérieur, nous n'avons pas moins peur d'être exposés que ceux que nous protégeons. La vérité était enfin tombée, et son poids ne se faisait pas sentir dans les mots, mais dans le silence. Hastings, qui était resté respectueusement silencieux tout au long, se rapprocha maintenant de Poirot, son expression inhabituellement sombre. « J'ai servi aux côtés d'officiers, de détectives et même de seigneurs, a-t-il déclaré. Mais je n'ai jamais imaginé ça. » Poirot tourna légèrement la tête. Cet endroit, ce monde, est construit sur l'apparence, Hastings, mais il est soutenu par le silence, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus l'être. Hastings regarda Fenwick, puis le présentoir vide. Je pensais que le devoir était une armure. Je vois maintenant, c'est parfois une prison. Poirot n'a présenté aucune contradiction. Il posa simplement brièvement une main sur le bras de Hastings. Pour une fois, il n'y avait aucune déduction à proposer, seulement de la compréhension. La voix de Poirot, lorsqu'il reprit la parole, était basse et égale, empreinte de quelque chose proche de la révérence. « On dit, monsieur, commença-t-il, que les rois sont choisis par Dieu. » Il leva les yeux, non pas vers le portrait, mais vers le plafond, au-dessus. « Mais même les rois sont servis par des hommes, et les hommes, ils sont fragiles, craintifs, insensés et fiers. » Il se tourna vers Fenwick. « Vous n'avez pas essayé de fuir le crime, mais la honte. Mais la honte, monsieur, marche plus vite que les navires et plus longtemps que les océans. » Il soupira, puis croisa les mains. « C'est une chose cruelle de servir parfaitement et de tomber en privé.
Et pourtant, cela arrive. Cela se produit ici, sous les couronnes et les lustres, tout comme cela se produit dans les rues de Whitechapel. Il jeta un nouveau coup d'œil vers Hastings. Nous recherchons la perfection. On nous demande de défendre des idéaux. Mais au-delà de tout cela, nous restons des hommes. Et dans cette simple vérité, Poirot ne trouva ni condamnation, ni excuse. Seulement une entente calme et solennelle. Sir Anthony, qui était resté près de l'entrée de la galerie, s'avança maintenant avec la grâce lente d'un homme chargé à la fois de privilèges et de pragmatisme. Il regarda Fenwick, puis Poirot. Cette affaire restera entre ces murs. Sa voix n'avait aucune chaleur, mais aucune cruauté non plus. Poirot baissa légèrement la tête. Il y aura bien sûr des conséquences, a ajouté Sir Anthony, mais la couronne ne peut pas se permettre un scandale, et la reine n'en entendra jamais parler. Fenwick hocha la tête. « Merci », murmura-t-il. Sir Anthony se détourna. L'histoire n'a pas besoin de ce chapitre, et avec ça, c'était fait. Sir Anthony Merrival n'a pas perdu de temps. Les aveux étaient faits, les dégâts contenus. Et maintenant venait la tâche délicate de l'enterrer si profondément sous le décorum royal que même la rumeur ne pouvait pas le déterrer. Avec une rapidité calculée, il a convoqué 3 assistants de confiance, des hommes tranquilles, loyaux, sélectionnés non pas pour leur génie, mais pour leur compréhension inébranlable de la discrétion. Le départ de Fenwick fut arrangé en termes de santé. Un congé pour fatigue nerveuse. Une note médicale suivrait. La femme de chambre déshonorée était déjà partie. Une petite somme assurerait son silence, payée par l'intermédiaire d'un tiers. Le vol du diamant a été requalifié en erreur de catalogage. L'enveloppe diplomatique n'avait, selon le nouveau récit, jamais quitté son étui. Sir Anthony a signé les papiers concernés, puis les a placés dans le tiroir le plus bas d'une armoire verrouillée. « La vérité, murmura-t-il, n'a pas sa place dans les gros titres. » Poirot, qui se tenait tranquillement près de la porte, ne fit aucune protestation. Il n'était pas venu pour dénoncer une monarchie, mais seulement pour résoudre une énigme. Et dans de telles affaires, ce n'était souvent pas ce qui était dit, mais ce qui était gardé sous silence, qui durait. Le scandale, tel un fantôme, resterait invisible et inoubliable. Cela s'est fait avec la grâce d'un rituel et le secret d'une exécution. La Queen's Gallery a été fermée pour une brève inspection, au cours de laquelle le diamant, désormais récupéré, a été remis dans sa vitrine par des mains gantées et un intendant sans expression. Poirot observait à distance discrète, notant la position, l'alignement du coussin de velours et de la lumière, la symétrie du verre, restaurée avec une précision qui reflétait sa disparition originale. L'enveloppe, elle aussi, avait été refermée, non par contrefaçon, mais par une main officielle, sous les instructions strictes de Sir Anthony. Il fut remis, sans marque, à un courrier sous serment, qui partit sans fanfare ni adieu. Il ne resterait aucune trace de son absence, pas d'empreinte digitale, pas de questions. Et pourtant, l'air de la galerie semblait altéré. Il portait le souvenir d'une tromperie, d'un souffle retenu et jamais complètement relâché. « Voilà », dit Sir Anthony avec détermination, « tout est comme avant. » Poirot incline la tête. « Non, monsieur, tout semble tel qu'il était. » La différence, aussi minime qu'une signature mal placée, était tout. Car ce qui avait été pris n'était pas simplement de la pierre ou du papier, mais de la certitude. Et ce qui avait été restauré n'était qu'une apparence de paix. Leur procession finale à travers le palais s'est déroulée sans annonce, ni cérémonie. Un seul assistant, ses pas étouffés contre le marbre, conduisit Poirot et Hastings
à travers des couloirs qu'il connaissait désormais trop bien. Les portraits ne regardèrent plus, ils surgissaient. Les lustres au-dessus, autrefois scintillants d'opulence, semblaient trembler de souvenirs non perdus. Hastings, pour une fois, marchait en silence. Poirot jeta un coup d'œil vers les fenêtres, où la lumière du matin se diffusait en formes pâles et incertaines. Il est étrange, a finalement déclaré Hastings, à quel point un lieu change peu, même lorsque tout a changé en son sein. Poirot hocha la tête, n'offrant rien de plus qu'un doux oui. Le poids de leur visite ne pouvait être mesuré ni par un décret royal, ni par les gros titres des journaux. Ils s'attardaient dans le silence des couloirs polis et dans l'évitement prudent de certains noms. Un dernier virage les conduisit à la porte latérale. Là, la grandeur a cessé, et la vérité, tacite, a été laissée pour compte. Une légère brume matinale s'était abattue sur Londres, voilant les portes du palais d'un pâle rideau de gris. Ce n'était pas assez épais pour dissimuler, seulement pour adoucir, pour brouiller les frontières entre mémoire et mythe. Poirot franchit le seuil le premier, ses chaussures frappant légèrement la pierre. Hastings le suivit, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, au bâtiment qui semblait désormais bien plus une forteresse qu'une résidence. Leur voiture attendait quelques mètres devant eux. Aucun drapeau n'a été agité, aucun adieu n'a été fait. Ils étaient partis comme ils étaient arrivés, inaperçus. Les gardes à l'entrée lui adressèrent un simple signe de tête, du genre réservé non pas au respect, mais à l'effacement. À mesure que le brouillard s'élevait, le palais derrière eux disparaissait. De retour dans le monde, hein? Hastings dit légèrement, même si sa voix était tendue. Poirot ne répondit pas. Le monde, peut-être, mais pas tout à fait le même dans lequel ils étaient entrés la veille. Quelque chose d'invisible avait changé. Une fois à l'intérieur de la voiture, Hastings ajusta ses poignets et poussa un bref soupir réfléchi. « Je dois dire, Maubès, mon vieux, j'en ai assez des couloirs royaux pour durer toute une vie. Peut-être devrions-nous décliner de telles invitations à l'avenir ?» Poirot haussa un sourcil. « Voulez-vous vous retirer des affaires royales, Hastings ?» Hastings haussa les épaules. « Je ne peux pas dire que j'ai apprécié le genre de secret qu'il garde. Trop de silence, trop de masques. » Poirot eut un léger sourire. « Et pourtant tu ne détournerais pas le regard, mon ami. » Hastings fit une pause. « Non, je suppose que non. Mais je préfère les criminels motivés par l'avidité ou la vengeance, pas ceux enveloppés d'honneur et portant des manteaux brodés. » Poirot croisa les mains. « Ah, mais c'est là que réside le vrai danger. Car le voleur qui a une cause est bien plus engagé que le voleur rancunier. » Hastings regarda une fois de plus par la fenêtre. « Pourtant, j'accepterai d'un jour à l'autre un meurtre à la campagne pour cette affaire royale. » Poirot sourit. « Nous verrons. » Poirot resta assis en silence pendant plusieurs minutes, tandis que la voiture traversait les rues humides de Londres. Ses doigts, soigneusement gantés, tapotaient doucement son genou. Enfin, il parle. Il y a quelque chose de curieux, Hastings, dans les institutions fondées sur le respect. Hastings se tourna vers lui. Il demande la perfection, a poursuivi Poirot, mais n'offrant aucun pardon. Et donc ceux qui sont à l'intérieur doivent en porter leurs péchés, comme de la contrebande, jamais reconnue, jamais soulagée. Il regarda par la fenêtre. Harold Fenwick n'est pas tombé en disgrâce. Il s'est simplement éloigné trop loin de son ombre. Hastings dit doucement. Il ne semblait pas méchant. Non, répondit Poirot. Il ne l'était pas. Il était faible. Et la faiblesse, lorsqu'elle est décorée de soi et de protocole, est prise pour de la vertu jusqu'à ce qu'elle se brise.
Il n'y avait aucune amertume dans le ton de Poirot, seulement une tristesse profonde et inébranlable. Le plus grand crime, dit-il enfin, n'était pas le vol ni la tromperie, c'était l'isolement, la croyance que la dignité exigeait le silence, même en ruine. Il se tourna entièrement vers Hastings. « Et souviens-toi de ceci, mon ami. La folie humaine trouve sa demeure dans chaque rang. Ce n'est pas le rang qui compte, mais l'âme. » Le brouillard s'épaissit, et Poirot, toujours dit aussi impeccable, se retira dans ses pensées. L'automobile tourna lentement dans la large avenue qui s'éloignait du palais, ses pneus sifflant doucement contre les pavés humides. Le brouillard s'était épaissi en un voile bas et enveloppant, projetant la ville dans des tons de perles et de gris. À l'intérieur, Poirot et Hastings étaient assis en silence, tous deux satisfaits de laisser la brume servir de frontière entre ce qui s'était passé et ce dont on ne devait plus jamais parler. Un troupeau de pigeons dispersés devant eux. Lors de sa tournée matinale, un agent a levé sa casquette sans le reconnaître. Londres, comme toujours, a évolué. Et pourtant, dans cette voiture banalisée, se cachait une histoire jamais racontée. Un vol non enregistré, un aveu impuni, une loyauté préservée non par la justice, mais par la nécessité. Hastings regarda la forme du palais se dissoudre derrière eux par la lunette arrière. Il n'a plus parlé. Poirot, pour sa part, se pencha en arrière et ferma les yeux, non pas pour se reposer, mais pour réfléchir. Il y aurait d'autres cas, d'autres crimes. Mais certaines choses ne pouvaient pas être résolues, mais seulement endurées. La voiture roulait dans le brouillard, non pas en héros, ni en témoin, mais en gardien silencieux d'une vérité trop coûteuse pour que le monde la connaisse. Et quelque part derrière eux, le palais de Buckingham restait inébranlable, ses joyaux restaurés, ses secrets enfouis. Seul Poirot, Hastings et la brume s'en souviendraient, et personne ne voulait parler. En fin de compte, ce n'était pas le diamant volé, ni l'enveloppe disparue qui comptaient le plus, mais la folie tranquille et calculée d'un homme qui croyait pouvoir échapper à sa propre vérité. Poirot, avec ses petites cellules grises et son calme inébranlable, a percé l'illusion, non pas avec force, mais avec perspicacité, car dans toute grande tromperie, il y a toujours un détail négligé et toujours un esprit prêt à le voir. Hastings jeta un coup d'œil au palais, à travers le brouillard, et marmonna. La prochaine fois que quelqu'un dit une invitation royale, faisons comme si nous ne l'avions jamais reçue. Selon vous, quel a été l'indice le plus révélateur qui a conduit Poirot à découvrir le secret de Fenwick? Si vous avez apprécié ce mystère d'Hercule Poirot, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Votre soutien nous aide à donner vie chaque jour à davantage de romans policiers. Des cas plus passionnants vous attendent, mes amis. Restez à l'écoute.